Ces dernières années, de plus en plus de témoignages sont révélés. Des mineurs, en majorité des filles, racontent comment elles ont commencé à se prostituer. Et un point revient souvent, trop souvent. Elles étaient déjà suivies par des institutions censées les protéger. Certaines vivaient en foyer, d'autres étaient suivies par l'aide sociale à l'enfance, parfois par des psychiatres, des éducateurs ou entourées par des personnes de confiance. Et quand on entend ça, une question dérangeante finit par s'imposer. Une question que personne n'a envie de poser, mais qu'on ne peut plus éviter. Est-ce que l'aide sociale à l'enfance protège vraiment ? Ou est-ce qu'elle participe à créer les conditions de ce phénomène délirant ? De plus en plus de documentaires désignent comme coupables les éducateurs, coupables de mise en danger alors qu'ils sont censés les protéger. Je travaille en protection de l'enfance, je suis éducateur spécialisé et aujourd'hui, j'ai décidé de regarder en face cette réalité. Celui qu'on appelle le plus vieux métier du monde s'est refait une beauté grâce à cette nouvelle ère connectée. Fini les tours sur un trottoir de nuit avec une tenue qui était claire sur les raisons de sa venue. La nouvelle prostitution est plus discrète, mais en même temps vise une plus grande conquête. Là où avant seules quelques personnes pouvaient s'arrêter, aujourd'hui même un non-initié peut être contacté. Les réseaux amplifient l'offre en supprimant la peur d'être vu. Elle permet de prendre le temps de choisir le lieu, la personne et le moment voulu. Cette évolution s'est glissée chez les mineurs de manière sournoise. Se prostituer est une barrière infranchissable à cet âge. Mais pas quand d'autres utilisent des détours vicieux afin d'arriver à leur fin. Grâce à de plus en plus de témoignages, on arrive à identifier aujourd'hui plusieurs schémas qui amènent à la prostitution. Je vais vous en présenter 3 principaux. Imaginons Léa, 15 ans. Elle est discrète, plutôt réservée, et doute beaucoup d'elle-même. À cet âge-là, elle cherche surtout à être aimée et reconnue. Un jour, elle rencontre Alex, 19 ans. Il la fait rire, l'écoute, la complimente. Avec lui, Léa se sent enfin importante. Très vite, la relation devient fusionnelle. Alex lui écrit tout le temps, veut tout savoir d'elle. Il lui dit que ses parents ne la comprennent pas, que ses amis sont jaloux. Petit à petit, Léa s'éloigne de tout le monde. Alex devient son seul repère. Puis les choses changent. Alex commence à lui parler d'argent, de problèmes, de dettes. Il lui dit que leur couple est en danger, qu'il a besoin d'elle. Il lui propose quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé. Juste une fois, lui dit-il, « Si tu m'aimes, tu peux le faire pour nous. » Léa refuse. Puis, elle cède. Pas parce qu'elle veut, mais parce qu'elle a peur de le perdre. Léa ne fait pas ça pour l'argent. Elle le fait parce qu'on lui a fait croire que l'amour avait un prix. Alex est ce qu'on appelle un loverboy. Maya, elle, a 16 ans. Elle aime sortir, faire la fête, oublier les problèmes. Les soirées sont un refuge. Au début, on lui propose de l'alcool, puis autre chose. « T'inquiète, ça c'est gratuit », lui dit-on. Les sensations sont fortes. Elle se sent vivante, légère, loin de ses angoisses. Mais très vite, le manque arrive. Son corps lui réclame. Les produits ne sont plus offerts. On lui comprend qu'il va falloir payer. Maya n'a pas d'argent. Elle ne peut rien demander à ses parents. Elle ne peut pas leur expliquer. Alors on lui glisse l'idée, une phrase presque banale. « Il y a des gens qui paieraient pour passer un moment avec toi. » L'idée la choque. Elle dit non. Mais le manque revient, plus fort, plus urgent. Elle finit par accepter. Pas par envie, pas par choix. Mais parce que la dépendance ne laisse pas de place au refus. Maya entre dans un cercle vicieux dont elle ne sortira jamais indemne. Sarah a 17 ans. Elle traverse une période difficile de sa vie. Elle se sent seule, rejetée, inutile. Les journées sont longues, la vie lui paraît vide. Sur les réseaux sociaux, elle reçoit des messages, des compliments et aussi des propositions. Pour la première fois, quelqu'un la regarde, quelqu'un la désire. Au début, ce sont juste des mots, puis des rendez-vous, puis de l'argent. Elle se dit qu'elle contrôle, qu'elle choisit, que ça lui donne de la valeur. Jusqu'au moment où elle tombe sur un client violent. Quelqu'un qui estime que, parce qu'il a payé, elle n'a plus le droit de dire non. Ce jour-là, elle comprend quelque chose d'essentiel. Elle n'a jamais été libre. Ces 3 histoires sont différentes, mais elles racontent la même réalité. Ces actes ne sont jamais des choix. C'est toujours des violences, une emprise, une exploitation. Et derrière chaque situation, il y a un enfant ou un adolescent victime d'un système qui le dépasse. Dans ces recherches, j'ai été marqué par ces données. Ces données, issues du Mouvement du Nid et de l'Observatoire national de la protection de l'enfance, indiquent qu'une grande majorité de ces mineurs étaient déjà suivis par des institutions de protection ou de soins. Et c'est là que la question devient encore plus inconfortable. Mais il faut comprendre une chose essentielle. Les proxénètes ne cherchent pas des lieux au hasard. Ils cherchent des vulnérabilités.
des adolescents en rupture, en quête d'affection, en manque de repères, de protection, de reconnaissance. Et ces vulnérabilités, on les retrouve malheureusement souvent chez des jeunes déjà suivis par des institutions de protection. Les foyers ne sont pas une cause, ils sont une cible. Le problème, ce n'est pas qu'il y ait des foyers. Le problème, c'est qu'on laisse des réseaux criminels s'organiser autour d'eux, sans toujours leur opposer des moyens à la hauteur. Et quand ces jeunes sont ciblés, les conséquences psychiques sont énormes. Quand on écoute les différents témoignages de ces mineurs, on perçoit rapidement deux types de discours. Un rejet total, une image très toxique et négative de tout ça, et de ce qui les a amenés à se vendre. Ou alors, un discours qui minimise. On utilise des termes qui vont minimiser, comme escorte, des plans, des services rendus. L'âge de début de la prostitution est aujourd'hui en moyenne à 14 ans. Donc il y a évidemment des bien plus jeunes qui y sont confrontés déjà. À cet âge-là, le psychisme de l'enfant n'est pas en capacité de traiter ces informations. Et cet événement devient un trauma. Un trauma, c'est une expérience intense et perturbante qui a un impact significatif sur la vie psychique d'un individu, pouvant entraîner des effets psychologiques durables. Pour faire face à cela, le cerveau met en place des mécanismes de défense psychique. On en repère 3 principaux dans ce cas. Le déni, c'est quand le cerveau fait comme si ça n'existait pas, ce qu'il se passe, parce que la réalité est trop violente à accepter. Le clivage, c'est quand une personne sépare sa vie en plusieurs morceaux, comme une double vie, pour ne pas avoir à penser à ce que ça lui fait vraiment, avoir la bonne partie de sa vie, et la plus sombre. La sidération, c'est quand le choc est tellement violent que le cerveau se fige. On n'arrive plus à réagir, ni à parler, ni à comprendre ce qui se passe. Certains témoignages relatent ce genre de moment où la personne était bloquée, incapable de réagir. Ces mécanismes accentuent la difficulté à amorcer un changement chez les mineurs. Protégés par ces mécanismes, ils ne peuvent pas faire face à la réalité. Il y aura besoin de temps avant d'arriver à mettre en mots ce qu'ils ont vécu. C'est pour ça qu'on perçoit ces deux types de discours. Le mécanisme de décence a été compris, assimilé ou non. Maintenant, j'aimerais prendre le temps de vous expliquer comment cette question est vécue du côté des foyers. Comment peut-on empêcher la prostitution des mineurs? Quand on s'en rend compte, il est souvent trop tard. On observe des changements de comportement, des vêtements de marque qui apparaissent et des fugues de plus en plus régulières. En foyer, on ne peut pas séquestrer les jeunes, même pour de bonnes raisons. Cela fait partie des droits des jeunes et ce serait de toute façon inefficace. En tant qu'éducateur, on cherche à créer une relation de confiance qui permettra aux jeunes de venir nous interpeller quand ils en auront besoin. La confiance, c'est possible quand il y a aussi une possibilité d'être trahi, sinon c'est juste du contrôle. Mais cette confiance, elle crée du risque. Dans les foyers, on agit de plusieurs manières face à ce phénomène. On met un cadre clair sur les fugues, posant des conséquences pour les limiter. On définit clairement les sorties autorisées, avec des horaires de sortie, des motifs et des heures de retour. Cependant, on ne peut pas être dans une sévérité qui aurait pour effet de marquer le coup, mais surtout de dissuader le jeune de revenir dans un cadre sécurisé. On observe les comportements au quotidien et on provoque des moments de discussion pour que les jeunes se confient. Par exemple, on va fermer les chambres à clé lors des fugues, pour que le seul moyen de retrouver la clé ce soit par la discussion avec nous. Ça m'a d'ailleurs fait bizarre la première fois personnellement que j'ai vu ça. Une jeune rentre d'une fugue, et là je m'attends à une engueulade salutaire de la part des éducateurs sur cette jeune, pour qu'elle puisse comprendre et que jamais elle ne recommence. Et là je vois les éducateurs, d'un ton ferme mais attentionné, chercher à comprendre pourquoi elle est sortie. Comme pour dire, on tient à toi, tu peux faire le choix de ne plus te mettre en danger, mais c'est toi qui dois l'impulser. Ce fonctionnement, c'est ce qui aura le plus d'impact dans l'avenir de ces jeunes. Ils demandent de prendre du recul, ils demandent de réfléchir, de ne pas juste réagir à l'impuissance qu'on peut avoir, mais de parier sur la relation avec les jeunes. Lors des fugues, les foyers les déclarent à la police et à la gendarmerie pour que des recherches se mettent en place. Dans la plupart des cas, c'est pas une patrouille qui va se mettre en marche et qui va chercher, mais plutôt une notification dans le fichier qui va s'activer si on retrouve des traces de la jeune. En foyer, on se réunit régulièrement pour échanger sur les situations. On croise nos observations et on cherche des solutions aux problématiques en espérant que ça va porter du fruit. Ça, c'est la réalité des éducateurs. On jette des bouteilles à la mer en espérant qu'elles atteindront leur but un jour. On ne peut pas être sûr que ce qu'on va faire va réussir à chaque fois. C'est pour ça que devenir éducateur, c'est pas juste aimer aider les autres ou vouloir sauver tout le monde. C'est comprendre des situations complexes, violentes, ambivalentes, où il n'y a pas de bonne réponse. Ça demande une formation pour être en capacité d'être confronté à ces situations, les analyser, les comprendre. Et si tu veux rentrer en formation d'éducateur spécialisé, j'ai créé une préparation au concours d'entrée pour aider les futurs éducs à ne pas arriver en formation naïfs, mais conscients des enjeux et augmenter leurs chances de réussite au concours. Dans les médias, je pense que c'est normal que la haine de la prostitution
se déporte sur les foyers et sur l'aide sociale à l'enfance. Face à l'impuissance collective, il faut identifier un fautif, celui qui ne protège pas. C'est d'ailleurs le coupable parfait, puisque plusieurs affaires impliquent des éducateurs comme proxénètes, agresseurs ou clients. Ces faits, on ne peut pas les nier, et malheureusement, les métiers comme éducateurs attirent des prédateurs. Quoi de mieux pour un loup que de se faire passer pour un berger? Les brebis ont confiance en lui, attendant sa protection, et créent de l'affect avant de découvrir qui il est réellement. C'est ensuite encore plus difficile de dénoncer une personne avec qui on a créé cette relation qui nous a trahis. Et cette haine, c'est le même mécanisme pour moi qui nous pousse en tant qu'éducateurs, des fois, à mettre la faute sur les parents, sur l'État. Ce sont des mécanismes de défense indispensables pour qu'on puisse tenir dans notre travail, mais qui ne font pas avancer grand-chose. Il y a une question que j'avais pas forcément prévu de poser à ce moment-là, mais qui s'impose quand on regarde tout ça honnêtement. Est-ce que le système de placement tel qu'il fonctionne aujourd'hui est toujours adapté à ce genre de situation? Je ne veux pas dire qu'il est mauvais, je ne veux pas dire qu'il faut le supprimer, je pense juste qu'on demande au système de placement de répondre à des problématiques pour lesquelles il n'a pas été pensé. Regrouper des adolescents très vulnérables, ayant des histoires de rupture, de trauma, d'emprise, dans des lieux ouverts avec peu de moyens, en espérant que le cadre suffise, ça montre les limites très clairement aujourd'hui. De mon expérience, j'ai toujours vu des professionnels consciencieux de leur travail. Je n'ai pas croisé ces personnes qu'on voit dans les médias, même si je sais qu'ils existent. Les différents professionnels que j'ai vus font leur mission et s'investissent à leur manière. Tout ça, pour moi, c'est une question d'un système global qui devrait peut-être être repensé, même si, honnêtement, aujourd'hui, je n'ai pas d'idée de comment ça devrait être pour que ça fonctionne. C'est une question tellement complexe que c'est un travail sur des années qui doit s'enclencher. Comment construire un système de protection qui ne crée pas d'autres dangers? Comment avoir un système équilibré, sans abus? C'est un défi qui peut paraître impossible. Mais refuser de poser la question sous prétexte qu'on n'a pas la réponse, c'est condamner le système à ne jamais évoluer. D'ailleurs, ça m'intéresserait si tu as des idées que tu les postes en commentaire pour voir comment tu imagines la société et comment ça devrait fonctionner sur le système de protection des enfants. Alors, si c'est pas la faute des victimes, ni la faute des foyers, c'est la faute de qui? Y a-t-il un fautif? Plusieurs départements ont été attaqués en justice pour non-protection. La protection de l'enfance est une mission qui a été déléguée aux départements, c'est eux qui en ont la responsabilité et qui mettent les moyens. C'est pour ça que la plupart attaquent les départements. En même temps, attaquer les départements, au moins c'est faire quelque chose, et essayer de faire bouger les choses. Après toutes mes recherches, ce que je comprends, c'est que ce fléau doit être combattu par tout le monde. Arrêtons de se rejeter la faute et prenons chacun nos responsabilités. Utilisons des outils comme cette carte interactive qui a été mise en place, qui permet aux personnes d'avoir des ressources autour d'elles, des associations qui pourront les aider sur ce sujet précis, qui a été mis en place par la Fondation Droit Enfance. En tant qu'éducateurs et personnes autour des mineurs, continuons à créer du lien. Discutons avec eux pour comprendre leur histoire, leur fonctionnement. Dénonçons les abus quand on en perçoit. Pour moi, cette prostitution des mineurs, c'est comme cette bête mythique, l'hydre de Lerne, qui quand on lui coupe une tête, il y en a d'autres qui repoussent. Mais cela ne veut pas dire que c'est des efforts en vain. Chaque situation mérite d'être arrêtée, individuellement. Continuons à nous creuser la tête pour trouver des solutions efficaces et testons des solutions. Continuons à sensibiliser comme le font plusieurs associations comme le Mouvement du Nid. Renforçons la prévention pour que les jeunes ne tombent pas dans le piège. Ne nous laissons pas abattre par le sentiment d'impuissance, mais soyons nourris par la soif de justice pour ces jeunes. La faute est aux clients et aux proxénètes, mais la responsabilité est à tous.